Imaginez un instant un lac gigantesque entouré de montagnes et de volcans où se détache une immense ville flottante. Non, je ne parle pas d'une légende ni d'un rêve, mais d'une ville réelle qui a existé il y a 500 ans. Tenochtitlan, la capitale aztèque. Un lieu si incroyable en termes d'esthétique et d'ingénierie que les Espagnols, qui sont les premiers Européens à l'avoir vu au début du XVIe siècle, disaient n'avoir jamais rien vu de tel. À quoi ressemblait l'ancien cœur de l'actuelle ville de Mexico qui en ce 2025 célèbre ses 700 ans de fondation? Nous marcherons sur ses boulevards, nous monterons dans ses canoës et nous entrerons dans ses bâtiments. Ce sera le sujet des 2 prochaines vidéos. Bienvenue donc à une nouvelle vidéo de Sève en voyage. Tenochtitlan signifie en nahuatl là où abondent les figues de barbarie sur les pierres. Cette ville fut le centre démographique, politique, religieux, culturel, administratif, économique d'une civilisation connue dans le monde entier sous le nom d'Aztèque, même si ce n'est pas son vrai nom. Mais quel est alors son vrai nom, vous allez me demander? On va le voir plus en avant dans la vidéo. Au début du XVIe siècle, Tenochtitlan était une ville habitée par environ 200 000 à 300 000 personnes, plus peuplée que le Paris de la même époque. Une ville avec des quartiers bien définis, des bâtiments politiques et religieux, des écoles, des bibliothèques, des marchés, de larges boulevards et des îles artificielles. Des îles artificielles? Oui, et il y en avait des centaines, partout. Mais si Tenochtitlan est tombée en 1521, mais a été fondée en 1325, comment se fait-il qu'en seulement 2 siècles, cette ville soit devenue ce que nous voyons maintenant? Divers spécialistes situent le 13 mars 1325 comme la date de fondation de Tenochtitlan. Les Aztèques étaient un peuple nomade qui voyageait depuis environ 300 ans. Ils étaient partis d'Aztlan, un lieu que certains anthropologues situent au nord du Mexique sans en connaître l'emplacement exact. Allant de l'état de Jalisco au Mexique jusqu'à l'actuelle Californie aux États-Unis, d'autres spécialistes pensent qu'il s'agissait plutôt d'un lieu symbolique. C'est ici que naît la confusion entre le terme aztèque et le terme mexica. Ce serait comme appeler gaulois tous les Français ou dire que tous les francophones viennent de France. Aztèque vient d'Aztlan et désigne la période nomade. Mexica fait référence aux Aztèques une fois installés dans la vallée d'Anahuac pour fonder leur ville. Et Tenochcas désigne les Mexicas habitants de la ville de Tenochtitlan, car il existait d'autres villes autour déjà présentes avant leur arrivée. Ce point clarifié, revenons au voyage des Aztèques depuis Aztlan. La décision de partir n'était pas le fruit du hasard. Le départ et le signe pour s'arrêter et fonder la ville furent des décisions de Huitzilopochtli, l'un des principaux dieux aztèques mexicas, dieu de la guerre, du pouvoir, du soleil. Le signe de Huitzilopochtli était qu'à l'endroit où il verrait un aigle posé sur un opale en train de dévorer un serpent, les Aztèques devraient mettre fin à leur exode et établir la ville. Un symbole qui, comme vous le savez, est l'actuel blason national du Mexique, également présent sur le drapeau national. C'est ainsi que les Aztèques, désormais Mexicas, fondent Tenochtitlan. Et en environ 100 ans, ce qui n'était que de petites constructions sur un petit îlot devient l'empire qui domina la région aujourd'hui connue sous le nom de Mésoamérique, s'étendant de la moitié de l'actuel Mexique jusqu'à une partie de l'Amérique centrale. Ça semble fou, non? Fonder et faire grandir une ville de cette ampleur à partir d'un petit îlot. Et pourtant, c'est comme ça qu'est né Tenochtitlan en défiant l'impossible. Tenochtitlan commença à grandir et a nécessité, entre autres, une grande offre de produits alimentaires et des besoins en logement. Avec un immense lac tout autour, comment est-ce qu'ils ont fait pour gagner de l'espace sur l'eau? Eh bien, ils ont appris à cohabiter, à coexister avec elle. Ils n'ont pas essayé de lutter contre elle et de la faire disparaître. Et c'est justement ici qu'entrent en jeu les îles artificielles dont je vous ai parlé auparavant. Ces îles artificielles, appelées chinampas, étaient des parcelles de différentes tailles qui, grâce à des pieux enfoncés dans le fond du lac et des cadres, compactaient la terre pour créer un espace. Les chinampas étaient traversés par des canaux, des ponts et des digues. Et il y en avait des centaines et des centaines autour de la ville. Les Mexicas, pour vous donner une idée, ont créé une sorte de Venise. Sur les Chinampas, il y avait des maisons habitables, mais elles servaient surtout de zone de culture. Ils y semaient la fameuse milpa, un système agricole de polyculture né en Mésoamérique, où le maïs est l'espèce principale qui aide ses petites sœurs. Le haricot et la courge à pousser, en plus du piment et de la tomate. Ils cultivaient aussi des fleurs. Les récoltes étaient très abondantes, grâce à la fertilité du sol et à l'eau abondante également. C'était de vrais jardins flottants. Ingénierie agricole, hydraulique et gestion efficace des ressources naturelles, n'est-ce pas? Il existe encore des chinampas aujourd'hui à Mexico dans ce qui reste de cet immense plan d'eau et elles sont classées au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1987. Et c'est justement là où on se trouve en ce moment.
C'est super beau, non? Le lac de Texcoco entourait Tenochtitlan. Ce n'était pas le seul lac, mais c'était le plus grand de tous, car il faisait partie d'un gigantesque système aquatique comprenant 4 autres lacs plus petits. Les lacs de Tzumpango, Chaltocan, Chalco et Xochimilco. Le lac de Texcoco s'étendait sur 1500 km². Vous imaginez ça? Il était 3 fois plus grand que le lac Léman, le plus grand lac d'Europe occidentale, situé à la frontière franco-suisse. Sa profondeur variait de 1 à 7 mètres selon les zones et aussi les périodes de l'année. Les chinampas et les canaux qui les traversaient contribuaient à éviter que les crues du lac n'inondent la ville. Mais pour éviter les inondations, les Mexicas avaient des plans plus concrets. Nezahualcóyotl, poète et gouverneur de la ville de Texcoco, allié de Tenochtitlan, ordonna la construction de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom d'Albarradón de Nezahualcóyotl. Une œuvre hydraulique clé qui contrôlait les eaux des lacs de Tzumpango et Chaltocan, situé plus en hauteur que le lac de Texcoco. C'était une digue de 16 km de long, équipée de vannes qui s'ouvraient ou se fermaient selon les besoins en eau, et protégeait Tenochtitlan des inondations, tout en régulant la teneur en sel de l'eau. Les Mexicas ont aussi construit des aqueducs pour acheminer de l'eau douce depuis des sources situées sur la terre ferme, comme l'aqueduc de Chapultepec, qui mesurait 5 km de long et disposait de 2 conduits. L'un s'utilisait pendant que l'autre était en réparation. Comme nous le voyons, une ville qui vivait en harmonie avec l'eau qui l'entourait. Et vous vous demanderez sûrement, qu'est-ce qui s'est passé avec toute cette eau? Où est-ce qu'elle est passée? Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet immense plan d'eau? Après la chute de Tenochtitlan et l'établissement des Espagnols qui posèrent les bases de ce qui deviendrait plus tard la Nouvelle-Espagne et sa capitale, la ville de Mexico, les Espagnols ont entrepris d'assécher le lac car ils n'ont pas su et pas voulu cohabiter avec l'eau environnante. Ils ont d'abord détruit les canaux qui traversaient la ville en les remplissant de débris de la Tenochtitlan démolie pour construire des rues selon un plan urbain encore très marqué par l'époque médiévale européenne. Ils ont également détruit la digue qui contrôlait les 2 lacs supérieurs. Il n'y avait pas besoin d'être un expert pour deviner que la future ville coloniale allait être inondée. Et c'est ce qui est arrivé à de nombreuses reprises, les inondations de 1555, 1607 et 1629 étant les plus mémorables car elles ont duré des années. Celle de 1629, appelée la Grande Inondation, a été la pire jusqu'à aujourd'hui. La ville est restée sous l'eau pendant 5 ans. Par la suite, les Espagnols ont alors eu l'idée, entre guillemets, d'abaisser les niveaux du lac de Texcoco en asséchant le lac de Tzumpango vers une rivière voisine. Un processus qui a pris des siècles. Il y avait tant d'eau que même dans les années 1950, plusieurs rivières traversaient la ville de Mexico et le lac de Texcoco était encore très vaste, surtout vers l'est de la ville. Mais les rivières ont été canalisées et le lac a continué d'être asséché. Assécher ce qui restait du lac de Texcoco, ça a été un chantier officiel gigantesque et très critiqué qui a duré jusqu'à récemment, mais heureusement le massacre a été stoppé. Mais ça, clairement, c'est un sujet pour une autre vidéo. Mais bon, revenons à Tenochtitlan. Le fait d'avoir des îles flottantes, ça en faisait déjà une ville magnifique. Mais qu'est-ce qu'elle avait d'autre? Quelle était son architecture? Quelle était son ambiance? Bref, comment est-ce qu'on y vivait entre ces canaux et ces boulevards? Tenochtitlan était divisé en 4 grands campan, sortes de districts. Moyotlan, Cuepopan, Aztacoalco et Teopan, et chaque campan était à son tour divisé en calpulli, des quartiers communautaires. On estime qu'il y avait entre 60 et 80 calpulli au total. Chaque calpulli avait son propre temple, son propre marché, son école et son administrateur. Les maisons étaient dans leur immense majorité des plains-pieds, qui contrastaient avec les immenses bâtiments du centre de la ville, qu'on va voir plus tard d'ailleurs. La ville était reliée à la terre ferme par 6 voies, dont 3 se distinguaient par leur largeur et leur importance. Il y avait d'abord le boulevard de Tacuba, qui reliait la ville à la rive ouest et à la ville de Tlacopan, alliée de Tenochtitlan. Le boulevard d'Iztapalapa, qui connectait au sud avec la ville d'Iztapalapa. Et le boulevard de Tepeyac, qui menait au lieu où l'on rendait hommage à Tonantzin, la déesse mère mexica, sur la colline du Tepeyac. Aujourd'hui, le site de la basilique catholique de la Vierge de Guadalupe. Ces boulevards étaient équipés de ponts-levis, au cas où il faudrait protéger et fermer les accès à la ville. Comme on peut le voir, c'était une ville qui combinait la fonctionnalité, le symbolisme religieux et l'urbanisme avec une esthétique architecturale bien définie, tout comme ses quartiers d'ailleurs, des quartiers bien définis, avec des boulevards stratégiques et un noyau cérémoniel au centre. On se déplaçait dans la ville à pied sur ces boulevards ou en canoë à travers ces nombreux canaux. Il faut noter aussi qu'à cette époque, en Amérique, les chevaux et les
les ânes n'existaient pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un îlot sans rien, en 100 ans, les Mexicas ont réussi à construire un État avec une influence gigantesque. Ça s'est encore plus concrétisé quand Tenochtitlan a négocié une confédération d'États avec les villes voisines de Texcoco et Tlacopan pour former la triple alliance ex-Can Tlatoloyan. Et c'est ce qui a donné naissance à l'Empire Mexica. Ça a apporté prospérité et pouvoir à cette alliance, mais pour de nombreux peuples environnants, ça a amené de la domination, de la collecte d'impôts et de la chair à canon pour les sacrifices humains. À Tenochtitlan, il y avait des classes sociales. Et devinez quoi? Comme dans presque toutes les villes au cours de l'histoire, les classes défavorisées vivaient en périphérie et les classes plus aisées vers le centre. Au sommet de la pyramide sociale, il y avait le Huaytlatoani, celui qui gouvernait. La Grande Tenochtitlan a été gouvernée par 11 Huaytlatoani au total, d'Acamapichtli à Cuauhtémoc, même si d'autres Huaytlatoani ont dirigé les Aztèques pendant leur exode. À l'image des cours royales européennes, le pouvoir mexica reposait sur la noblesse et les familles dirigeantes. Les Huaytlatoani étaient choisis par héritage. La noblesse était appelée Pipiltin, l'élite militaire Cuaupipiltin. Les commerçants étaient appelés Pochtecas et les Macehuales, c'étaient les paysans et les artisans. Bon, on a vu les Chinampas et le lac, ses canaux et ses boulevards, ses quartiers. Maintenant, je pense qu'il est temps d'aller faire un tour dans le centre de la ville, là où se trouvaient les bâtiments les plus importants de Tenochtitlan. Accompagnez-moi, on va aller y jeter un œil. On est au Musée national d'anthropologie, où ils ont justement une maquette très détaillée de Tenochtitlan. Allons y jeter un œil, venez. C'est le centre cérémoniel. Rien qu'à sa couleur, ses espaces, le volume de ses bâtiments, on sait que c'est un lieu clé de la ville. Le bâtiment le plus haut et le plus important de tous est celui-ci, le Templo Mayor, ou Huayteocalli. Une pyramide de 60 mètres de haut et 114 marches. La partie bleue de la pyramide est dédiée à Tlaloc, dieu de la pluie, et la partie rouge à Huitzilopochtli. Ce temple a été agrandi 7 fois, construit sur lui-même avec de nouvelles couches ajoutées. Le bâtiment avait une orientation astronomique liée au soleil, notamment aux équinoxes et aux passages zénithaux. Après la chute de Tenochtitlan, une grande partie de ce qui est aujourd'hui la cathédrale métropolitaine, qui est juste derrière nous, a été construite avec les restes de ce temple. À ses côtés, on pouvait trouver la maison des aigles et la maison des jaguars, des lieux dédiés respectivement aux chevaliers aigles et chevaliers jaguars, les ordres militaires. À ses côtés également, les temples dédiés au dieu Tezcatlipoca, le miroir fumant. D'ailleurs, si vous aimez la psychanalyse, la psychologie, l'esprit, la conscience, il faut absolument lire sur ce dieu. C'est indispensable. Ici, on peut voir le Huaytzompantli, la grande rangée de crânes où étaient exposés des crânes humains, généralement de victimes de sacrifices. Pour certains, ça a une signification rituelle. Pour d'autres, c'est plutôt une manière d'afficher le pouvoir et d'inspirer la peur. Il était situé face au Templo Mayor. Les sacrifices humains à Tenochtitlan et toute l'horreur et l'indignation que ça peut susciter, c'est tout un sujet. Et on va en parler dans la deuxième partie de la vidéo. Stay tuned. Ici, il y a le Tlachtli, le jeu de balle, un sport difficile et dur, à la fois religieux et symbolique. Il se jouait pieds nus et on ne pouvait frapper la balle, faite de caoutchouc et pesant environ 4 kg, qu'avec les hanches, les genoux ou les coudes. Il fallait faire passer la balle à travers les anneaux. Ce jeu n'était pas uniquement pratiqué par les Mexicas, mais par presque toutes les cultures de la zone mésoaméricaine, étant donné que ses inventeurs étaient les Olmecs, considérés comme la culture mère avec une ancienneté de plus de 3000 ans. Si vous voulez en savoir plus sur cette civilisation très ancienne, j'ai déjà fait une vidéo sur une exposition sur les Olmecs qui avait été présentée au musée du Quai Branly à Paris. Je vous la laisse dans la boîte de description. Une culture avec un calendrier, une cosmovision, des bâtiments, une écriture qui date de plus de 3000 ans. C'est pour ça que quand on me dit que l'Europe a découvert l'Amérique, ça me fait doucement rigoler. Quand les Espagnols sont arrivés, le continent était déjà habité par des millions de personnes. C'est ridicule d'appeler ces terres le Nouveau Monde pour désigner les territoires découverts entre guillemets. Non mais vraiment, les Olmecs avaient déjà un calendrier, alors qu'en Europe, il y a 3000 ans, on traversait à peine l'âge de bronze. En tant qu'Européenne, je suis consciente de l'eurocentrisme de cette époque, eurocentrisme qui d'ailleurs persiste jusqu'à nos jours. Et c'est un paradoxe justement de notre époque, parce qu'avec tant d'informations, tant de données qu'on a sur toutes les cultures, on pourrait facilement se débarrasser de cette vision coloniale et paternaliste. D'ailleurs, je sais que cette vidéo ne va pas beaucoup plaire aux pro-hispanistes.
et la prochaine encore moins. Mais il fallait dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles se sont passées. Il fallait le dire et ça a été dit. Mais bon, venez, on continue notre promenade dans le centre de la ville de Tenochtitlan. Par ici, nous avons le Calmecac, l'une des 2 écoles obligatoires existantes. Car oui, laissez-moi vous dire que l'éducation était obligatoire dans la société mexica. Un sujet que nous aborderons aussi dans la deuxième partie de cette vidéo. Ici, c'est le temple de Quetzalcoatl, le serpent à plumes précieuses. Lors des 2 équinoxes, les rayons du soleil pénétraient exactement par les 2 autels du Templo Mayor et touchaient la façade du temple de Quetzalcoatl. Par là, il y a le temple dédié au soleil, à Tonatiuh. On suppose que c'est dans ce temple que se trouvait la fameuse pierre du soleil, plus connue sous le nom de calendrier aztèque. À côté de cette place, il y avait d'autres bâtiments importants comme le palais d'Axayacatl et le palais de Moctezuma. On va aller les voir. Le palais d'Axayacatl était les appartements du Huaytlatoani Axayacatl, successeur de Moctezuma Ilhuicamin et père de Moctezuma Xocoyotzin, qui serait des années plus tard le Huaytlatoani confronté à l'arrivée des Espagnols. C'était de très grands palais, avec de nombreuses pièces, couloirs et jardins. L'autre palais est celui-ci, celui de Moctezuma Xocoyotzin. Comme on peut voir, il était également immense. Il y vivait avec sa cour. Le Huaytlatoani disposait aussi de 2 eaux en dehors du palais, la maison des fauves et la maison des oiseaux. Dans ces maisons, on trouvait des animaux qui provenaient de tous les territoires sous la domination de l'Empire mexicain. Dans ce palais, Moctezuma dégustait ses plats. Une grande partie de la cuisine mexicaine, y compris la haute cuisine, puise ses racines dans la culture gastronomique des peuples originaires, y compris les Mexicas. Mais qu'est-ce qu'ils mangeaient au juste ? On sait, grâce à de nombreuses chroniques de l'époque, que le Tlatoani mangeait, bien sûr, du maïs, ingrédient central de l'alimentation mexicaine, que ce soit en épi ou sous l'une de ses multiples formes dérivées comme la tortilla, les tamales, la tole, le huitlacoche, ainsi que des plats incluant des haricots, des piments, des tomates, du miel, de la dinde, du canard, divers poissons, du mollet, des insectes, du chocolat, qui se buvaient sans sucre ni lait, des courges, du pulque. Le pulque est aujourd'hui appelé la boisson des dieux. Ave María, yo no quería, pulque sagrado, divino tormento, ¿qué haces afuera? Vamos pa' dentro. Estiro mi mano, encojo mi codo y a salud de todos ustedes, me lo chingo todo. C'est un délicieux élixir préhispanique qui se boit encore et sur lequel j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs. Si vous voulez la voir, vous savez où la trouver. Je vous la laisse dans la boîte de description. Tout ce qu'on vient de voir, le centre cérémoniel, les palais, les bâtiments environnants, se trouvaient ici, autour de ce qui est aujourd'hui le Zócalo de la ville de Mexico, le centre de la capitale. Beaucoup de bâtiments actuels de cette zone ont d'ailleurs été construits avec des pierres qui provenaient des édifices mexicas. Et sous ces bâtiments se trouvent les constructions mexicas. Sous la cathédrale métropolitaine, par exemple, on trouve les restes de 2 pyramides, celle de Quetzalcoatl et celle de Tonatiuh, le dieu du soleil, ainsi que le terrain du jeu de balle. Et regardez l'ironie de la vie. Ces anciennes constructions ont empêché la cathédrale de bien s'ancrer dans le sol, ce qui a provoqué des inclinaisons et des affaissements. On dirait une bataille de divinités, non? La cosmovision mexica contre la cosmovision chrétienne. Je sais bien que plusieurs personnes doivent se dire « Eh Sève, on dirait bien qu'il te manque un lieu important de Tenochtitlan, non ?» Et oui, vous avez raison, mais justement on y va, venez. Un autre endroit important était celui-ci, le marché de Tlatelolco. D'abord, il faut dire que la ville de Tlatelolco a été fondée par les mêmes Mexicas qui avaient fondé Tenochtitlan. Mais peu de temps après, ils ont décidé de se séparer. D'un côté, les Tenochcas et de l'autre côté, les Tlatelolcas. Mais Tenochtitlan s'est emparé de Tlatelolco en 1473. Tlatelolco se distinguait de Tenochtitlan par son marché. Les chroniques de l'époque mettaient l'accent sur sa taille et sur la disposition bien ordonnée des très nombreux produits qui étaient vendus. Qu'il s'agisse de matériaux, de minéraux, d'ustensiles, de nourriture, de textiles, de biens exotiques apportés de toute la Mésoamérique. Imaginez-vous là, marchant entre ces allées, ce qu'on aurait pu y voir et y entendre. Maintenant, vous me direz comment une société aussi forte, organisée et disciplinée a-t-elle pu être vaincue par une poignée d'explorateurs espagnols? Justement, parce que ce n'était pas juste quelques Espagnols. Ça, c'est une fable médiévale qui n'a plus aucun fondement aujourd'hui. Les Espagnols ont su profiter de la haine de nombreux peuples soumis par les Mexicas et faire de la politique et des alliances avec eux. Des peuples comme les Tlaxcaltèques, les Huejotzingos, les Totonacas
et beaucoup d'autres nourrissaient une haine viscérale envers les Mexicas depuis des décennies. En vérité, ce sont des milliers d'indigènes et d'autres peuples et les Espagnols qui ont vaincu les Mexicas. Une fois la bataille gagnée, certains privilèges ont été accordés entre les Alliés et les Espagnols. Mais en parallèle, il y a eu un autre ennemi mortel, non seulement pour les Mexicas, mais pour toutes les populations indigènes de ces terres. L'épidémie de variole qui est arrivée sur l'un des navires espagnols. Pile dans les moments décisifs, l'épidémie de variole a décimé la population mexica, surtout leur population jeune. Les Espagnols étaient protégés dans leur immense majorité par ce qu'on appelle l'immunité collective. Mais pour les Mexicas, les Tlaxcaltèques ou n'importe quel peuple local, la maladie était totalement nouvelle et donc extrêmement létale, tuant en quelques années entre un tiers et la moitié de la population totale. Vous imaginez ça? D'ailleurs, l'un des Huaytlatoani qui gouvernait Tenochtitlan et qui a été l'un des plus féroces adversaires des Espagnols, Cuitláhuac, n'a pas pu régner plus de 2 mois car il est mort de la variole. Peu de temps après, la rougeole, tout aussi mortelle, arrivait aussi d'Europe. C'est ici, à Tlatelolco, que la ville de Tenochtitlan est finalement tombée le 13 août 1521. Avec la dernière résistance mexica repliée ici, population et combattants confondus, après un siège de 80 jours imposé par les Tlaxcaltèques, les Espagnols et leurs alliés, qui avaient coupé tout approvisionnement vers la ville. C'est dans cette ville que Cuauhtémoc, le dernier Huaytlatoani, a été fait prisonnier. Hernán Cortés l'a soumis à des tortures pour tenter de découvrir où se trouvait le trésor des Mexicas, en lui brûlant les pieds avec de l'huile bouillante, ce qui lui a laissé des séquelles au niveau de la marche. 4 ans plus tard, en 1525, Cortés a ordonné son exécution par pendaison pour une supposée tentative de rébellion indigène. Durant la destruction de la ville, les Amoxcalli, littéralement maison des livres, qui étaient les bibliothèques qui renfermaient la mémoire de leur culture, les codex, ont également péri. Des collections gigantesques et précieuses ont été perdues à jamais. Des documents qui parlaient de leur histoire, leur religion, leur cosmovision, leur ville, entre autres. Pour les Espagnols, la justification pour détruire tout ce trésor se résumait à dire que tout ce qui avait à voir avec le monde mexica était l'œuvre du diable. Très peu de codex ont survécu. De tous ceux qui existent encore aujourd'hui, une minorité a été rédigée avant la chute de Tenochtitlan et la grande majorité après la chute de la ville, et donc ils présentent une influence directe ou indirecte des Espagnols. Il faut donc les examiner, les regarder avec prudence. Mais devinez quoi? Beaucoup de ces trésors inestimables ne sont pas au Mexique. Certains se trouvent dans des bibliothèques françaises, comme la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Comment sont-ils arrivés là? Et surtout, ce ne serait pas juste qu'ils rentrent chez eux? Beaucoup de codex ont été amenés en Europe en tant que trophée ou curiosité. Aujourd'hui, la France possède des pièces comme le Codex Borbonicus, de la culture mexica, ou le Codex de Paris, de la culture maya. D'ailleurs, il y a quelques décennies, un Mexicain s'est rendu à la Bibliothèque nationale de France, qui possédait alors un codex mexicain. Il l'a demandé pour le consulter, ne l'a pas rendu, est sorti avec dans sa valise et quelques jours plus tard l'a ramené au Mexique. Regreso a México entrando por Cancún, pero la Interpol ya lo había boletinado por el hecho del códice y fue detenido. Francia lo acusó de robo. Pero en México se le dio trato de casi héroe. Cet événement a causé des problèmes diplomatiques entre la France et le Mexique. Si vous voulez connaître toutes les péripéties et comment ça s'est finalement résolu, je raconte toute l'histoire dans une vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je vous la laisse dans la boîte de description. Sigamos escuchando los recuerdos de este diplomático francés de qué pasó con el códice tras haber llegado a este acuerdo. Le Mexique étant un pays avec une richesse culturelle immense, issue de civilisations anciennes, a de nombreuses institutions et de nombreux musées qui sont dédiés à l'anthropologie et qui sont des organismes vraiment de haut niveau, comme les sites qu'on a visités aujourd'hui, à savoir le Museo del Templo Mayor et le musée d'anthropologie. Et moi, je suis sûre et certaine que les codex, s'ils revenaient chez eux, ils seraient très bien gardés dans ces lieux. À Tenochtitlan, est-ce que la caca était jetée par la fenêtre, comme on le faisait en Europe à cette époque-là? Et qu'en était-il des sacrifices? Dans la prochaine vidéo, on jettera un œil aux célébrations, coutumes et pratiques quotidiennes à Tenochtitlan. Cette vidéo touche bientôt à sa fin et j'ai là devant moi une magnifique citation qui pourrait nous servir de conclusion. Tant que le monde continuera, la renommée et la gloire de México Tenochtitlan ne s'éteindront pas. Les sources sur lesquelles nous nous sommes basés pour la réalisation de ces vidéos sont justement le Musée national d'anthropologie qui est juste derrière moi, le musée Museo del Templo Mayor et les livres qui apparaissent en ce moment même à l'écran pour vous.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le Mexique, sur les relations franco-mexicaines au cours de l'histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si c'est déjà fait, merci beaucoup. Je vous remercie également pour votre like, votre commentaire, votre partage, votre visionnage et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.